Le principe du webinaire, c'est de pouvoir dérouler tous les sujets. Juste après, je vais vous montrer le sommaire. Et s'il y a des questions, on laisse toujours une place à la fin pour échanger pendant 5-10 minutes en live sur les éventuelles questions que vous avez. La majorité des questions, généralement, sont répondues pendant le webinaire. Donc, je vous invite vraiment à attendre la période des questions. Vous pouvez également poser vos questions directement via le chat et Rachel nous les lira par la suite. Donc, les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, techniquement, c'est l'investissement immobilier en Israël. On va très rapidement expliquer le marché qui est un marché en croissance, la rentabilité israélienne, la fiscalité préférentielle. La création d'une filiale de votre société française, c'est le sujet principal. On va faire une distinction entre ce qui est une filiale et une succursale et on va expliquer pourquoi, dans certains cas, une filiale est préférentielle ou parfois il est préférable d'utiliser une succursale. On va également aborder l'aspect bancaire dans lequel on va pouvoir différencier les avantages d'acheter en société par rapport aux avantages d'acheter en personne physique. On va également parler de la TVA où on a la possibilité de récupérer la TVA dans certains cas. Et puis, on va aborder deux sujets principaux par la suite, qui sont la location court terme, qui va généralement être possible. Donc, quel est l'usage que l'on va pouvoir faire avec le bien qui va être acheté, le bien immobilier qui va être acheté, et également la rémunération du compte courant. Voilà. Vous allez voir au final toutes ces notions. Donc, voilà toutes les notions qu'on va aborder. On commence par la première, l'investissement immobilier en Israël. Donc, on le sait, le marché immobilier en Israël, c'est un marché en pleine croissance. Le marché est dopé par une demande continue. Il faut savoir que la démographie en Israël est une démographie en perpétuelle augmentation. Il y a des jeunes couples, il y a beaucoup de personnes également malheureusement qui divorcent, donc il y a beaucoup de foyers, de nouveaux foyers qui se créent. L'État détient plus de 90% des terrains vacants disponibles, c'est-à-dire que l'État, c'est un petit peu le pétrole, hein, j'ai l'habitude de dire ça aux personnes, l'immobilier israélien, c'est un petit peu le pétrole pour Israël, d'accord? C'est-à-dire que le gouvernement sait que les terrains qu'ils peuvent rendre ou non constructibles peuvent générer des profits très importants, notamment par l'intermédiaire de la taxe d'acquisition ou par l'intermédiaire de la taxe sur l'embellissement, ce qu'on appelle le Etel Hashbacha. Le gouvernement peut générer des revenus très importants et donc ils ont tendance à ne pas libérer trop rapidement. Hein, ils essayent de garder, de dominer le marché, on va dire, de l'offre et pour garder une demande constante. Même si les politiciens vont pas toujours le dire parce que c'est un message qui est pas très bien perçu, mais on le sait, on a analysé ces différents sujets. Donc le marché est en perpétuelle croissance grâce à une demande qui est maintenue constante, d'accord. Il y a beaucoup de d'Olim Hadashim qui viennent, il y a beaucoup de personnes qui veulent acheter de l'étranger pour avoir un pied-à-terre. Mais même le marché intérieur israélien, il a été dopé par une offre qui a été considérablement réduite et maintenue volontairement basse, et également par une fiscalité et par des taux d'intérêt qui étaient extrêmement bas par la suite. Donc beaucoup de demandes, pas beaucoup d'offres. La plupart des gens comprennent que techniquement, ça fait augmenter les prix. La rentabilité qui reste importante, alors c'est clair qu'aujourd'hui sur un marché immobilier, on va parler du long terme par exemple, on parle d'une rentabilité généralement qui est de 3% sur la valeur d'achat du bien, mais c'est une rentabilité qui augmente au fil du temps, d'accord? C'est-à-dire que les loyers en Israël, ils augmentent, pas comme les prix immobiliers en soi, pas comme le prix du bien, ça n'a pas la même rapidité, mais il y a quand même une croissance sur le marché locatif en Israël. Et il y a également un autre élément très important qui va accroître la rentabilité, c'est la fiscalité israélienne. Il faut savoir que la fiscalité israélienne, à défaut de à contrario de la fiscalité française, qui est une fiscalité confiscatoire dans la majorité des cas sur l'immobilier, en Israël, il y a plusieurs avantages. D'abord, vous avez un avantage d'un point de vue fiscal sur les déductions que vous pouvez utiliser pendant la mise en location d'un bien. On a l'amortissement qui est à 2,7%, on a les intérêts bancaires qui sont déductibles à 100%, on a toutes les charges gestionnaires, avocats, experts comptables, etc. que vous allez avoir, les travaux, tout ce que vous allez pouvoir déduire. Bon, ça a fait l'objet d'un autre webinaire, donc je vais pas élargir là-dessus. Mais on sait que généralement, la location d'un bien, elle est dans 99%, c'est une rentabilité qui va être nette donc, quand on parle de 3%, c'est net après impôt. La majorité des charges en Israël sont à la charge du locataire et pas à la charge du propriétaire. Il n'y a pas ici de taxe foncière, il n'y a pas de taxe propriétaire, etc. Il y a une seule charge qui ressemble un petit peu, c'est la taxe municipale, c'est la Arnona. Mais la Arnona, elle est à la charge du locataire une fois que le bien est mis en location. Et un autre élément qui est assez important, alors, il n'y a pas de succession en Israël. Comment dire, ça contribue à accroître
L'intérêt pour l'immobilier en Israël, c'est qu'en Israël, il n'y a pas de succession. Donc les personnes qui viennent, personnes physiques, qui viennent habiter en Israël, elles savent que plus tard, à la transmission, il n'y aura pas d'impôt sur la succession, à la différence d'autres pays développés de l'OCDE qui, eux, maintiennent majoritairement une succession. Alors, je le dis tout de suite, le fait d'acheter un bien immobilier par l'intermédiaire d'une société française ne va pas nous couper la partie de la succession, même si il y a des petites nuances. Mais ça, je le dirai pas dans le cadre d'un webinaire. Ce sera des consultations privées si vous préférez, parce qu'il est enregistré, il va être diffusé plus tard. Je préfère ne pas aborder ce sujet-là. L'objet donc de notre webinaire, c'est de pouvoir investir en Israël via votre société française. Alors, en investissant via votre société française, techniquement, on a donc deux options. Il faut d'abord comprendre que les deux options qui s'offrent à nous sont soit vous créez une filiale de votre société française, donc on va prendre un exemple classique, vous avez une holding en France ou une SCI qui est à l'IS et dans laquelle vous avez des revenus, des reports qui sont importants et vous n'avez pas envie de distribuer de dividendes, donc vous souhaitez éviter de payer la flat tax à 30% pour pouvoir ensuite aller investir dans un bien immobilier en Israël. Donc l'avantage de créer une filiale, c'est que la société française va créer une société détenue, ça peut être à 100%, ça peut être à 20%, il y a plusieurs pourcentages de détention qu'on conseille. Et cette société française va faire un apport en compte courant à la société israélienne. Et donc, vous évitez de passer par la case dividende, vous économisez l'impôt sur le dividende en France, donc la flat tax. Et l'avantage, c'est que vous pouvez donc utiliser la trésorerie qui dort potentiellement dans votre société française. Il y a un autre schéma qui consiste à investir directement par l'intermédiaire de votre société française. Donc ça, c'est ce qu'on va dire par l'intermédiaire d'une succursale. Donc là, dans ce cas-là, c'est votre société française qui investit en direct, qui va acheter le bien en direct. Pourquoi on ne le recommande pas toujours? D'abord parce que d'un point de vue juridique, il n'y a pas de personne morale israélienne qui achète le bien. Donc c'est la société française qui achète en direct. Les banques ne comprennent pas toujours ce montage-là, elles sont pas trop à l'aise avec une personne donc étrangère. Finalement, votre société, c'est une personne étrangère aux yeux des banques israéliennes. Pareil au niveau des impôts. Donc les impôts vont pas forcément apprécier d'avoir une personne étrangère ou une succursale étrangère, donc ils savent pas trop bien gérer en fait avec ça. Et de deux, le fait d'acheter un bien immobilier en Israël par l'intermédiaire d'une société étrangère va automatiquement entraîner l'ouverture d'une succursale d'un point de vue filial. Donc il faut ouvrir un dossier fiscal en Israël, il faut faire une comptabilité en Israël, il faut faire un compte de résultats, des bilans, etc. Et tout ça, potentiellement, c'est ce que vous auriez eu de la même manière avec une filiale, sauf qu'une filiale, c'est beaucoup mieux compris par les banques, beaucoup mieux compris par les impôts, et on va dire que d'un point de vue fonctionnalité, c'est exactement pareil une succursale et une filiale, sauf que vous aurez beaucoup plus de problèmes à ouvrir un compte bancaire pour une succursale plutôt que pour une filiale, même si malheureusement, même pour les filiales, c'est pas toujours facile d'ouvrir des comptes bancaires en Israël. Deuxième point intéressant, quand on achète en société par rapport à l'achat en particulier, c'est que quand on va acheter en société, alors à partir de maintenant, quand je dis société, c'est une société israélienne, c'est une filiale israélienne qui a été constituée, qui est filiale de votre société française, mais on parle donc d'une société de droit israélien. Quand vous allez acheter avec une société de droit israélien, cette société va pouvoir contracter avec une banque israélienne et obtenir un effet de levier beaucoup plus important au niveau du financement que si jamais vous faisiez un achat en tant que personne physique étrangère. Il faut savoir qu'en Israël, quand vous êtes un touriste et que vous souhaitez acheter en personne physique, la banque israélienne ne peut vous accompagner que jusqu'à un maximum de 50%. C'est la loi en Israël, ça s'appelle Chok HaMashken Tahot. C'est la loi, la banque ne peut pas vous financer à plus que 50%, même si vous avez déjà un appartement qui est complètement payé, peu importe le schéma, vous ne pouvez pas acheter avec plus que 50% de financement. Donc il faut avoir 50% en tant que personne physique à mettre sur la table. Je vous parle même pas des frais annexes, à peu près encore 10% supplémentaires entre la taxe d'acquisition, l'avocat, l'agent, etc. Donc il faut potentiellement avoir 60% de la valeur d'achat. Vous comprenez que si vous souhaitez faire de l'investissement immobilier, bon, on le sait tous que c'est les investissements immobiliers, généralement on essaie de faire travailler les banques, en tout cas tant qu'on peut. Donc en société, l'avantage c'est que la capacité de financement, elle passe de 50% à 75%. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va prendre en compte vos revenus français, parce que la société israélienne, c'est une société qui est vide, c'est une coquille vide, elle vient d'être créée, donc elle n'a pas d'exercice, elle n'a pas d'existence, mais les banques israéliennes
savent faire, entre guillemets, un pas en arrière, avoir une image un petit peu plus générale, et savent que la société israélienne est détenue par une société française, qui elle-même est détenue par une personne physique, et donc, d'un point de vue général, cette société israélienne est, entre guillemets, comment dire, appuyée par l'investisseur derrière et par les sociétés françaises. Donc, on arrive à générer, on va dire, une image de financement beaucoup plus puissante, beaucoup plus solide. Les sociétés, les banques israéliennes savent mieux accompagner dans ces cas-là. Et l'avantage également, c'est que les banques israéliennes, quand elles prêtent à une société israélienne, en fait, elles ne sont pas régies à la même loi que ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Le Chok HaMeshkentot ne s'applique pas. Elles sont en fait réglementées par la loi sur les prêts commerciaux, ce qu'on appelle Chok Halvot Iskiot. Et cette loi-là est beaucoup plus souple que la loi sur la Meshkentaot. Il faut savoir que pour faire du remboursement anticipé quand on est en société, l'avantage, c'est que vous avez dans 90% des cas des prêts qui sont aux variables, puisque c'est généralement ce qu'on va recommander quand on fait de l'investissement en société. Même si là, le prime est assez élevé, ils pensent déjà que le prime va baisser dans les prochains mois. Le prime, c'est le taux d'intérêt de la banque directrice en Israël. Ils pensent que dans les prochains mois, pour encourager l'immobilier en Israël, pardon, pas l'immobilier, mais le marché israélien plus généralement, il va falloir baisser le prime. Donc l'avantage, c'est que si aujourd'hui vous prenez un emprunt qui est basé sur le prime, les capacités de remboursement anticipé sont beaucoup plus souples que quand vous allez emprunter en tant que personne physique. Il y a 60 shekels de frais de dossier, pour vous donner un exemple, 60 shekels de frais de dossier pour un remboursement anticipé quand vous le faites en société. Tant vous dire, ça fait 15 euros, c'est pas des frais. Alors que quand vous êtes en personne physique, vous avez des frais, des pénalités en fonction des intérêts que la banque a perdu derrière, etc. Donc on récapitule. Le pourcentage d'apport est beaucoup plus intéressant quand on est en société plutôt que quand on est en particulier. Les conditions généralement au niveau de l'emprunt sont sensiblement les mêmes. Ça coûte un petit peu plus cher parfois en société. Par contre, on peut prendre en compte vos revenus en tant que Français et on a la possibilité de faire du remboursement anticipé de manière beaucoup plus souple. Je précise également que notre cabinet peut vous accompagner sur toute la partie bancaire, que ce soit pour l'ouverture du compte bancaire, pour l'obtention de crédit ou pour le refinancement. On a un département spécial au cabinet qui s'en occupe. Je vais également maintenant aborder la question de la TVA. Quand vous allez acheter en tant que particulier, monsieur tout le monde, il vient, il achète un bien en Israël, un touriste, il va l'acheter à un promoteur, il va payer la TVA à ce promoteur, sauf que, étant donné qu'il n'a pas de dossier fiscal ouvert à la TVA en Israël, eh bien, la TVA qu'il a payée au promoteur, il ne pourra jamais la récupérer. Dans certains cas, écoutez bien, dans certains cas, une société israélienne qui va se qualifier en tant que marchand de biens, ou bien qui va s'identifier, s'inscrire dans le registre des locations saisonnières auprès de la municipalité. Vous achetez un bien à Herzliya, vous allez vous inscrire à la municipalité d'Herzliya et vous allez inscrire votre bien en tant que location saisonnière. Il y a un process à respecter, mais ça se fait. Dans ces cas-là, sur l'achat que vous allez faire, si vous l'achetez à un promoteur, c'est-à-dire que si vous recevez une facture de la part de ce promoteur, vous pouvez récupérer la TVA sur l'achat. Attention, si demain vous revendez ce bien, il faudra effectivement s'acquitter et reverser la TVA lors de la vente. Mais si vous êtes dans une logique de détention patrimoniale long terme, exploitation, location saisonnière, long terme, eh bien vous avez la possibilité d'aller récupérer la TVA sur l'achat. Et également, si vous prévoyez de faire des travaux, des améliorations dans le bien, vous pourriez également récupérer la TVA sur les travaux, les frais engendrés par l'architecte, l'avocat, les conseillers spéciaux, etc. Okay, je ne dis pas qu'il faut se jeter tout de suite dans la case je récupère la TVA maintenant, parce que comme on l'a dit, le marché israélien est un marché en croissance. Donc quand vous allez revendre, généralement, vous allez faire une plus-value. Si vous avez fait une plus-value, il va y avoir donc de la TVA, de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc il va y avoir une TVA à reverser qui est plus importante que celle que vous avez récupérée. Mais dans certains cas, si vous avez une logique de détention patrimoniale long terme, ça peut être intéressant, notamment au niveau de la trésorerie. Ça peut être intéressant d'essayer d'appliquer un dossier. Ça dépend de chaque administration. Chaque bureau de TVA en Israël a ses propres règles. Peut-être à Herzliya, ils vont vous dire oui, à Netanya, ils vous diront non, à Tel Aviv, ils vous diront oui. Chacun fait un petit peu ses propres règles. Il n'y a pas une règle stricte. Mais bon, on a des relations dans à peu près toutes les administrations du pays. Si le dossier est solide et que vraiment vous avez fait vos calculs et que vous pensez que ça vaut le coup de récupérer la TVA maintenant, eh bien, sachez que c'est une option qui est possible. Autre élément important, c'est que quand vous allez faire un investissement immobilier en Israël, dans la majorité des cas, c'est pour avoir un pied-à-terre en Israël. D'accord? Si vous avez une société française, c'est que vous habitez pas forcément en Israël, ou bien que vous habitez en Israël, mais que vous avez gardé une société dans laquelle il y a des réserves importantes. Et dans ce cas-là, vous avez envie de créer un petit peu un investissement patrimonial.
L'investissement patrimonial, dans ce cas-là, il peut avoir deux formes. Soit vous avez envie de faire de la location long terme, et à ce moment-là, vous allez acheter un bien, puis vous allez l'exploiter pendant plusieurs années jusqu'à la revente, ou bien jusqu'à ce que vous souhaitez l'occuper vous-même. Ou bien vous avez envie de faire un petit plaisir, d'acheter un appartement bien placé, à Tel Aviv, à Herzliya, un truc sympa, dont vous avez envie de profiter quand vous venez, mais le reste du temps, vous n'avez pas forcément envie qu'il soit bien. Alors je répète que investir par une filiale israélienne qui obtiendrait un financement de la part de sa société française nécessite que la filiale israélienne elle ait un but économique, d'accord, un objectif économique. L'opération ne peut pas être une opération blanche de dire j'ai 10 millions d'euros qui dorment sur ma société française, je les envoie à ma société israélienne et la société israélienne va investir. Il faut vraiment qu'il y ait un objectif économique. Un des objectifs économiques que l'on peut mettre en place, c'est l'allocation court terme. Ça veut dire que la filiale, son objectif déclaré, l'objet social, c'est de faire de la location court terme en Israël. Vous pourriez venir potentiellement profiter du bien 1 à 2 semaines par an, à condition de payer un loyer à votre filiale, d'accord, un loyer équivalent, ça je rentre pas dans le terme technique, mais c'est pour éviter tout ce qui est abus de bien social. Mais donc potentiellement, vous avez un bien immobilier qui est un investissement patrimonial que vous allez pouvoir détenir sur le long terme, dont vous pouvez profiter quand vous venez en Israël, et qui potentiellement, pendant les périodes où vous n'êtes pas là, peut vous générer des profits par de l'exploitation saisonnière. Okay, donc, dans ce cas-là, l'objet social doit par contre rester pour de l'occupation court terme. Il faut bien faire attention quand vous allez créer la filiale, l'objet social que vous souhaitez identifier. Ensuite, on va parler du compte courant. C'est techniquement, faut dissocier deux choses. Quand la société française, votre holding, va apporter en compte courant de la trésorerie à la filiale israélienne, d'un point de vue fiscal, il ne se passe rien. D'un point de vue fiscal, cette opération, c'est une opération de prêt d'avance en trésorerie. Donc, il faut faire une convention d'apport en trésorerie. D'accord, il faut que votre expert comptable français rédige une convention d'apport, que les deux sociétés signent dessus. Et il y a une condition, c'est que la trésorerie, l'apport en trésorerie soit rémunéré au taux français. Le taux en vigueur, je crois que c'est 3,4% pour 2023, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il suffit que cet apport en compte courant soit rémunéré. Après, dans les conditions de rémunération, on peut dire que c'est un prêt qui est rémunéré in fine. Donc, vous n'êtes pas obligé de payer tous les ans. La société israélienne, elle ne va pas être obligée de payer tous les ans, mais il faut que potentiellement cet apport il soit rémunéré. Donc, d'un point de vue fiscal, c'est cette convention d'apport en trésorerie qui nous permet de ne pas considérer cet apport en trésorerie comme une distribution en dividende. D'accord? Donc, faites bien attention, cette convention, elle doit être rédigée et le compte courant avancé par la société française doit être rémunéré au taux français. Si vous avez des questions ou si votre expert comptable le souhaite, on a des modèles de convention qu'on peut vous envoyer et qui permettront de passer les éventuels contrôles de commissaire aux comptes, etc. Maintenant, on va ouvrir le volet de personnes physiques. Si vous avez potentiellement, il va y avoir deux cas qui sont intéressants. Si vous êtes touriste, vous avez de l'argent en nom propre, d'accord, en tant que personne physique, et que vous souhaitez investir en Israël. En Israël, il existe une solution, c'est de rémunérer le compte courant actionnaire, donc l'apport en compte courant actionnaire. Il peut être rémunéré à hauteur de l'inflation ou de l'indexation, et cette rémunération, elle est nette d'impôt pour l'actionnaire. Je vais donner un exemple juste après, ça va être un petit peu plus clair. Mais ça ne marche que pour une personne physique. Donc les deux cas où ça va être intéressant, c'est si vous avez déjà de l'argent en tant que personne physique. Vous avez par exemple vendu un bien immobilier en Israël, vous souhaitez acheter un nouveau bien immobilier. Au lieu d'acheter ce bien immobilier en tant que personne physique, créez une société israélienne dans laquelle vous allez apporter votre apport à l'intérieur. Cet apport va devenir un apport en compte courant actionnaire et cet apport, il va être rémunéré selon l'inflation ou selon l'indexation française. Et on va comprendre juste après à quoi ça sert de rémunérer son compte courant. Le deuxième cas où c'est intéressant, c'est si vous avez fait votre alia, que vous avez gardé une société en France qui a des réserves. Il faut savoir que si jamais vous avez fait votre alia et que vous avez signalé à la France que vous avez quitté la France, à ce moment-là, pendant les 10 premières années qui suivent votre alia, la distribution de dividendes, elle n'est pas taxée à 30%, elle est taxée qu'à 12,8%, ce qu'on appelle le PFU, et vous ne payez pas la CSG CRDS en France. Dans ce cas-là, il pourrait être intéressant de distribuer du dividende en tant que personne physique, de payer les 12,8 aujourd'hui, de prendre votre dividende en tant que personne physique et de l'apporter dans une société israélienne qui à ce moment-là sera détenue par vous en nom propre et de rémunérer votre compte courant actionnaire en tant que personne physique israélienne. À quoi ça sert de rémunérer un compte courant actionnaire? Déjà,
Pour l'actionnaire, ça va augmenter son compte courant. Imaginons que vous apportez 1 million d'euros dans votre société et que l'inflation en Israël fait 5% par exemple, comme l'année dernière, 5,1%. Eh bien, le compte courant actionnaire, il va être rémunéré à hauteur de 5%. Ce qui veut dire que la première année, vous avez apporté 1 million. À la fin de la première année, vous avez 50 000 euros supplémentaires qui se sont créés, entre guillemets, de nulle part. D'accord? C'est une rémunération en compte courant. Pour la société, c'est une charge, c'est une dépense déductible. Donc, il y a 50 000 euros de charge financière qui va être créée. Et pour vous, personne physique actionnaire, vous venez d'augmenter artificiellement votre compte courant à hauteur de 5%. Et c'est tous les ans. Donc, la première année, votre compte courant actionnaire, il passe de 1 million à 1 million 50 000. La deuxième année, il va passer de 1 million 50 000 à 1 million 105 000 et ainsi de suite, à condition que l'inflation fasse à peu près 5%. Il faut savoir qu'il y a des techniques, on ne va pas trop élargir là-dessus, mais vous avez des possibilités de ne pas prendre en compte que l'inflation. Vous avez la possibilité de prendre également la fluctuation sur le taux de change. On pourrait très bien considérer que l'actionnaire a décidé de prêter à sa société israélienne et que son compte courant actionnaire n'est pas indexé selon le coût de la vie en Israël, il est indexé selon les fluctuations sur le marché dollar-shekel, par exemple. Et on sait que le dollar, c'est largement apprécié par rapport au shekel. Bref, il y a plusieurs façons d'habiller, on va dire, cette rémunération compte courant actionnaire. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est qu'à partir du moment où vous avez de l'argent en tant que personne physique et que vous souhaitez faire un investissement en Israël, que ce soit pour de l'immobilier court terme ou long terme, il faut que l'objet soit quand même une location. À partir du moment où vous répondez à ce critère-là, il faut absolument créer une société, c'est un petit peu l'équivalent d'une SCI française, qu'on peut mettre également à l'IR en Israël, on peut la rendre transparente. Et l'avantage de passer par ce système-là, c'est que vous allez rémunérer votre compte courant. Cette rémunération du compte courant va pouvoir être reconnue comme une charge déductible sur vos revenus locatifs. Et si jamais, comme c'est le cas dans les premières années, vos revenus locatifs ne dépassent pas le montant des charges générales générées dans la société, eh bien, il va y avoir un report dans votre société, un déficit fiscal qui va se reporter sans limite de temps. D'accord? C'est ce qu'on a marqué ici. La dépense fiscale dans votre société va pouvoir être déduite soit contre les revenus locatifs, soit contre une future plus-value. Et en Israël, il n'y a pas de limite de temps dans le report à nouveau, dans la perte fiscale que l'on peut demander. Si Okay. je peux me permettre de préciser juste, Nathaniel, un petit point, c'est que c'est vrai que les personnes sont très méfiantes, surtout lorsqu'elles louent à long terme. Elles louent à long terme et sont méfiantes d'ouvrir une société pour la location, parce qu'automatiquement, les avocats vont recommander, ah non, si c'est de la location à long terme, mieux vaut acheter en particulier. Dans tous les cas, c'est pas commercial, on pourra bénéficier d'une imposition passive comme chaque particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a d'un côté l'avantage société qui nous permet cette rémunération de compte courant, mais d'un autre côté aussi l'avantage d'être imposé comme un indépendant. Et ça, c'est Voilà. super important parce que c'est vrai qu'on entend société. C'est une société qui n'est pas très connue en Israël. On entend toujours soit Khevra Baham, soit particulier. Là, c'est une Khevrat Baït. C'est pour ça que cette SPI n'est pas trop à la mode, alors que surtout avec les taux d'inflation qu'on a aujourd'hui, c'est super avantageux. Tout à fait. C'est exactement l'objet de ce slide-là. C'est qu'en Israël, même une société peut être rendue transparente d'un point de vue fiscal, ce qu'on appelle une chevrat bayit, et potentiellement elle va fonctionner comme une SCI à l'IR à une petite exception près, c'est qu'en Israël, on a le droit, même en étant SCI à l'IR, de pouvoir utiliser l'amortissement sur le bien. Donc au niveau des revenus locatifs, on bénéficie des mêmes déductions qu'une SCI à l'IS. Ça, c'est la petite le petit avantage en Israël. Donc, les principaux avantages, je répète, vous bénéficiez d'une séparation juridique, vous bénéficiez d'une capacité de financement, comme on l'a évoqué au départ, qui peut aller jusqu'à 75%, alors que si vous aviez le même argent en tant que touriste, vous allez voir une banque, la banque, elle vous dit, monsieur, c'est jusqu'à 50%, je peux pas faire autrement. Vous créez une société israélienne, vous la rendez transparente d'un point de vue fiscal. Pour la banque, ça reste une société qui achète et la banque peut vous financer jusqu'à 75%. Et l'autre avantage, c'est que sur l'apport que vous allez mettre dans cette société, cet apport, comme on l'a expliqué, il est rémunéré en tant que compte courant actionnaire et il est exonéré. D'accord? Donc, d'un point de vue dépenses dans la société, vous créez une charge et vous, personnellement, vous ne faites qu'augmenter votre compte courant. Les conditions, c'est que, bon, bien sûr, il faut disposer des fonds pour l'apport en nom propre. Les fonds, je répète, hein, c'est à peu près 25 à 30%, le reste est financé par la banque, et encore 10% à peu près, il faut prendre en compte la taxe d'acquisition et les frais annexes comme l'avocat, l'agent immobilier. Okay. Voilà, et la banque ne prête pas sur les frais annexes, n'oubliez pas.
Voilà un petit peu le résumé sur comment est-ce qu'on fait de l'investissement en Israël par l'intermédiaire de sociétés françaises.